Une émission Baxit exceptionnelle ce soir, notamment parce que nous la commencions par un Before en partenariat avec la Banque de France. Parce que vous allez voir, on va parler de sujets absolument passionnants et pas avec n'importe qui. Nous avons le plaisir d'être sur ce plateau avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Bonjour, monsieur Villeroy de Galhau. Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir Baxit. Merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, on va commencer par la base. En fait, la raison pour laquelle vous venez, c'est que vous avez écrit une lettre adressée au président de la République, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale au passage. Et vous allez voir que ça a à voir avec Donald Trump qui fout un peu le bordel. Mais avant ça, on va commencer par la base. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. La Banque de France, quand on ne connaît pas, on a l'impression que c'est une banque, comme les autres, sauf qu'elle est de service public. Est-ce que c'est ça ou pas du tout ? Alors d'abord, c'est pas une banque comme les autres. Ah. Mais le service public, c'est très important. C'est pas une banque comme les autres, parce que vous pouvez pas y ouvrir de compte, et c'est pas une banque qui fait des crédits. D'accord. Mais elle a été créée il y a 225 ans par Bonaparte, à l'époque premier consul. Et elle avait deux missions qu'au fond, elle a gardées aujourd'hui. Le premier, c'est protéger la valeur de la monnaie. Aujourd'hui, c'est l'euro. Et on y reviendra, on a beaucoup de chance d'avoir l'euro. On vient de connaître les chiffres, d'ailleurs. 79% des Français font confiance à l'euro. Ça n'a jamais été aussi haut. D'accord. Et puis l'autre mission, c'est de veiller à la solidité des banques et des assurances pour assurer le bon financement de l'économie. Voilà, ça, c'est nos deux grandes missions. Et c'est à peu près 9000 hommes et femmes qui sont installés à Paris et dans l'ensemble des départements français, sur le terrain. Alors, n'hésitez pas à rapprocher le micro de vous sur le plateau pour qu'il soit plus près de votre bouche quand vous parlez. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. Pourquoi est-ce qu'on dit gouverneur ? Pourquoi pas directeur ou président ? Alors, il y a d'autres pays où ça s'appelle président. Gouverneur, ce titre date de la création. Oui. Il a été pris... je suis d'accord que ça fait un peu Bonaparte, enfin ça fait un peu année 1815. Oui, mais c'est une tradition et après tout, pourquoi pas. Hein. Ce titre a été repris de la Banque d'Angleterre, qui avait été créée 100 ans avant nous. Voilà, ce qui compte, c'est pas tellement le titre, c'est la mission et le fait de la faire bien. On doit des comptes aux Français. Et c'est aussi une façon d'en parler ce soir. Et c'est pour ça que vous êtes là, merci. Mais vous êtes indépendant ou pas ? Qui est-ce qui vous nomme ? À qui vous rendez des comptes ? Alors, je suis indépendant et nous sommes indépendants, c'est-à-dire que dans l'exercice des deux grandes missions que je citais, la qualité de la monnaie, et ça veut dire lutter contre l'inflation, et puis la solidité des banques et des assurances, personne ne peut nous donner des instructions. D'accord. Alors ça vaut pour les autorités politiques, mais ça vaut aussi pour les intérêts privés. C'est très important. Nous oui, sommes les banques privées, évidemment, les banques privées très puissantes ne peuvent pas vous tordre le bras. Mais il faut me nommer. Alors ça, je me nomme pas tout seul. Et l'indépendance, elle nous a été donnée par la démocratie. C'est dans le traité de Maastricht qui a créé l'euro, et puis dans la loi française. Et je suis nommé selon une procédure démocratique, c'est-à-dire proposé par le président de la République et approuvé par le Parlement. Il se trouve, dans mon cas, j'ai été proposé par un premier président de la République, François Hollande, en 2015, et renouvelé par un autre, Emmanuel Macron. C'était peut-être une marque de confiance. Et les deux fois, une vraie discussion devant le Parlement et plus de 80% des votes favorables. Je crois que c'est une bonne procédure. Mais ça n'empêche pas que dans l'exercice tous les jours, pour lutter contre l'inflation, ou quand il faut surveiller de près les banques, nous sommes indépendants. Et par contre, nous devons des comptes à tous les Français. Alors, j'en reviens à la Banque de France. Vous l'avez dit vous-même, notre monnaie, elle s'appelle l'euro. Pourquoi on a encore une Banque de France alors qu'il y a la Banque Centrale Européenne qui s'occupe de l'euro ? Alors ça, c'est parce qu'on a construit autour de l'euro ce qu'on pourrait appeler un système fédéral. Il y a une Banque Centrale Européenne qui est installée à Francfort, qui est d'ailleurs présidée par une Française, Christine Lagarde. Mais dans chacun des 20 pays de l'euro, il y a une banque nationale, c'est la Bundesbank en Allemagne, qui est d'ailleurs aussi à Francfort, la Banque de France à Paris, etc. Et ça, je crois que ça permet que l'euro soit en proximité. Moi, quand je vais à Francfort, pour décider de ce qu'on appelle la politique monétaire, c'est-à-dire à quel niveau on va mettre les taux d'intérêt quand il faut lutter contre l'inflation, je le fais nourri de toute la connaissance du terrain économique français. J'ai dit qu'on était présent dans tout le territoire. Et c'est pareil dans tous les pays ? Et c'est un peu moins vrai dans d'autres pays parce qu'ils ont quelquefois moins de réseaux à proximité des entrepreneurs et des Français. Pour vous citer l'exemple, moi j'étais il y a 15 jours à Nancy, à Épinal, à Chaumont. Là, je vois la réalité du terrain. Quand je vais à Francfort, bien sûr, j'ai les chiffres, j'ai les expertises de la Banque de France, mais j'apporte aussi la réalité de ce que vivent les Français. Et ça, je crois que c'est un grand atout. Alors, au début du mois d'avril dernier, comme chaque année, vous avez envoyé une lettre au président de la République. Pourquoi faire ? Alors, c'est une tradition républicaine. Effectivement, je l'ai aussi. C'est la même. Depuis 1945. Et ça, c'est aussi pour informer nos concitoyens et informer le débat public en disant voilà quel est l'état de l'économie.
comme nous le voyons, avec notre indépendance, notre expertise, et puis comment nous avons accompli notre mission contre l'inflation et un certain nombre de propositions, de recommandations de politique économique que nous donnons. Alors, vous l'avez dit, cette année, ça tombe dans un contexte très particulier parce qu'il y a le basculement américain, l'arrivée de l'équipe Trump qui fait beaucoup de bouleversements, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, nous avons appelé la lettre, ça c'est un message fort, de la tétanie à la mobilisation générale. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean Massier? C'est qu'il faut dépasser une espèce de sidération qui nous paralyserait, mais avec une mobilisation générale, la France et l'Europe ont des vrais atouts. Alors je précise à ceux qui nous écoutent que cette lettre n'est pas un document secret, bien au contraire, vous pouvez la lire, vous pouvez aller sur le site internet de la Banque de France, vous tapez lettre au président de la République, vous verrez, je l'ai lu ce matin pour préparer l'émission, un document qui parle évidemment de politique économique et monétaire, on va avoir le temps de la décortiquer ensemble. Et il y a un certain nombre de vidéos, de glossaires, j'espère qu'elle est vraiment la plus claire possible, c'est comme ça qu'on la veut. Oui, non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et tant mieux d'ailleurs, mais reparlons un petit peu de ce contexte, et vous l'avez dit, c'est la réélection de Donald Trump qui a tout changé, aussi sur le plan économique, c'est ça? Avec un nouveau protectionnisme américain? Alors, on avait vécu toute une série de chocs. Déjà, ces dernières années, la vie économique n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu le Covid, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, il y a eu ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire une bouffée d'inflation que tout le monde a senti et qu'heureusement, nous sommes en train de vaincre. Mais là-dessus arrive l'élection, c'était pas tout à fait une réélection de M. Trump, avec un programme surtout qui est un vrai programme de rupture. C'est-à-dire qu'on le voit sur le plan militaire, diplomatique. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire avec l'Ukraine? Visiblement, il antagonise un certain nombre de ses partenaires, dont l'Europe, mais il a des grosses conséquences économiques. Et au fond, si je résume les problèmes économiques que crée l'administration Trump, c'est plus de protectionnisme et plus d'incertitude. Et ça, c'est au moins aussi important d'ailleurs. Ces deux éléments, plus de protectionnisme, ça consiste à mettre des droits de douane à l'entrée des produits aux États-Unis. Les fameux tarifs, comme on dit en anglais. Et ça pénalise d'abord les consommateurs américains. On ne l'a peut-être pas assez dit. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'inflation aux États-Unis et moins de croissance aux États-Unis. Ça aura aussi des conséquences chez nous, moins graves, mais négatives. Mais il y a aussi plus d'incertitudes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité dans la politique de M. Trump, et ça, c'est jamais bon non plus pour l'activité économique. Si vous êtes un entrepreneur, que vous faites des affaires avec l'Europe ou avec la Chine, que vous ne savez pas à quel prix vous importerez dans 3 mois, ben vous attendez. Et c'est ça qui se passe aux États-Unis. La croissance est en train de ralentir. Donc c'est une incertitude qui s'est rajoutée à tous les chocs dont je parlais. Mais c'est quoi la stratégie de Donald Trump? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il déclare la guerre commerciale au monde entier? Ah, ça, c'est une question qu'il faut lui poser à lui, et pas à moi. Je ne prétends pas être dans la tête de M. Trump. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que lui voulait réussir à tordre le bras à tous ses partenaires financiers pour obtenir de meilleurs tarifs douaniers que ceux qu'il a aujourd'hui. En gros, dans son discours, si j'écoute bien ce qu'il dit ou ce qu'il essaye de dire, c'est pas toujours facile. Les États-Unis sont les dindons de la farce du commerce international. Il est temps qu'un président fort vienne imposer des tarifs à tout le monde et ensuite on négocie avec chacun pour essayer de retrouver un rapport de puissance à puissance. Est-ce que c'est ça sa stratégie? Alors, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé pour expliquer, mais je crois qu'il y a deux choses dans ce que vous dites. Dire que les États-Unis sont le dindon de la farce de l'économie internationale, ça, objectivement, c'est faux. C'est une des économies les plus brillantes de la planète, la plus innovante. Regardez tout ce qui se passe sur les technologies, les big tech, etc. Et la presse internationale relevait, avant l'arrivée de M. Trump, que l'économie américaine, c'était l'envie du monde entier. Il y a un autre sujet. Alors celui-là, effectivement, il y a un problème, c'est qu'il y a des déséquilibres considérables à l'intérieur de cette économie internationale. Et que notamment les États-Unis ont accumulé depuis des années, bien avant l'administration Biden, ont accumulé des déficits commerciaux considérables. Alors ça, je crois que les tarifs, ce n'est pas la bonne façon de les traiter. Une des explications... On rappelle qu'un déséquilibre commercial, c'est les importations versus les exportations. Voilà, exactement. Les États-Unis achètent plus au reste du monde qu'ils ne vendent au reste du monde. Alors quand on dit ça, du côté de M. Trump, on oublie une partie assez importante de l'équation, c'est les services. Parce qu'ils achètent plus de biens à l'étranger, mais ils exportent beaucoup de services. Regardez, tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous écoutent consomment pas mal de services américains. Bien sûr. Je ne vais pas dire on est sur smartphone, mais on est sur Twitch. On est sur Twitch et sur YouTube. Voilà, exactement. Et donc, si on inclut les services, il y a beaucoup moins de déficit américain. Ça, l'équipe Trump devrait le faire. Mais acceptons qu'il y a des déséquilibres. Je crois que cette histoire des tarifs, quand on regarde toujours et partout, c'est pas la bonne façon de le traiter.
il y a un déficit budgétaire américain qui contribue beaucoup à ce déficit commercial. Et c'est vrai, il y a un sujet que nous aurions intérêt, États-Unis et Europe, à regarder ensemble, c'est le sujet de la Chine. Parce que la Chine, en sens inverse, a un énorme excédent extérieur et qui peut résulter de temps en temps de distorsions de concurrence, de subventions excessives, etc. Mais si on veut traiter ensemble le problème de la Chine, on ne commence pas par taper sur l'Europe ou le Canada ou d'autres alliés. Alors c'est pour ça que dans votre lettre, vous parlez donc d'un constat de tétanie. En quoi est-ce que ça affecte l'Europe et la France, cette tétanie ? Alors, j'ai dit que c'était d'abord la tétanie aux États-Unis, plus d'inflation, moins de croissance, moins d'investissement, parce qu'il y a beaucoup d'attentisme. Si on regarde, on traverse l'Atlantique, on arrive chez nous, alors nous ne pensons pas qu'il y aura des conséquences sur l'inflation. Ça, c'est peut-être une des quelques bonnes nouvelles, Jean Massier, avec lesquelles j'arrive ce soir. Souvenez-vous, l'inflation, et c'était une grande préoccupation, elle était montée jusqu'à 7% après l'invasion de l'Ukraine. Aujourd'hui, en France, on est descendu sous 1%, et en moyenne en zone euro, parce que nous regardons la moyenne européenne, on est proche de 2%. Et nous ne voyons pas l'inflation repartir en Europe. Par contre, ça va ralentir un peu la croissance européenne, qui, entre nous, est déjà pas très élevée. On échappera, je crois, à la récession, c'est une croissance négative, mais on a une croissance française et européenne qui est quelque part entre 0,5 et 1%. C'est pas assez. Et ça va encore jouer négativement. On ne sait pas encore exactement de combien. C'est là qu'il faut réagir. Il y a des leviers qui dépendent de nous. C'est ça, la mobilisation générale. Alors, la mobilisation générale, ça passe, selon vous, par ancrer notre souveraineté monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, alors dit comme ça, oui, ça paraît peut-être compliqué. Mais là, je vais parler à nouveau de l'euro. Allez-y. Alors, pardon, moi, j'ai connu les années avant l'euro, donc je vais dire ça pour tous ceux et celles qui sont là, heureusement, votre génération n'a vécu que l'euro. Mais avant l'euro, quand il y avait des perturbations aux États-Unis, comme aujourd'hui, sur le dollar, etc., ça avait immédiatement un effet sur les monnaies européennes. Le mark allemand avait tendance à monter, le franc français a baissé, il fallait monter nos taux d'intérêt. Enfin voilà, nous étions dépendants. Nous ne le sommes plus. Ancrer notre souveraineté monétaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que nous sommes capables, par exemple, nous, de continuer à baisser nos taux d'intérêt européens, alors même que les taux d'intérêt américains sont beaucoup plus élevés. Je vais vous citer des chiffres. On a déjà descendu à 2,25%, nos taux d'intérêt à nous, là, c'est très bas, européenne. Oui. Les Américains sont presque à 2 fois plus, à 4,25. Et il y aura peut-être d'autres baisses dans les semaines qui viennent. Par ailleurs, et ça, je crois que c'est un sujet plus de long terme, il peut y avoir une certaine diversification des monnaies à l'échelle internationale. Comme vous le savez, le dollar est ultra dominant. Mais ce qu'on constate depuis quelques semaines, c'est face à ces incertitudes de la politique américaine, il y a un intérêt des investisseurs mondiaux pour les actifs européens, pour avoir plus d'euros, etc. C'est ce qu'on appelle le rôle international de l'euro. Ça, on peut sans doute le renforcer. Si vous me permettez, une dernière chose très importante sur la souveraineté monétaire, on a parlé des technologies américaines. Il faut que nous construisions, nous, notre monnaie numérique. C'est ce qu'on appelle l'euro numérique. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Pour ne pas dépendre des cryptos américains. J'ai été surpris de lire ça. Vous proposez la création d'un euro numérique. C'est quoi ? C'est une crypto-monnaie européenne ? Alors, on n'aime pas le terme de crypto-monnaie. Non, je vous l'accorde. Les cryptos, c'est pas des monnaies. Ça peut être des placements. C'est des placements qui ont des risques. C'est des actifs. Mais une monnaie, d'abord, ça peut servir à payer partout. Vous ne pouvez pas payer partout avec des bitcoins. Et ensuite, une monnaie, il y a des personnes qui sont chargées de sa valeur. Moi qui vous parle, je vous le disais, je suis chargé, avec Christine Lagarde et les autres banquiers centraux européens, de veiller à la valeur de l'euro. Personne n'est responsable de la valeur des cryptos. En particulier, le bitcoin, il a beaucoup fluctué. Mais ça peut être un instrument de placement. Non, ce qui est important, c'est d'avoir une monnaie numérique. Alors, soit, c'est très intéressant, M. Trump, quand il est arrivé en janvier, il a interdit la monnaie numérique publique aux États-Unis, parce qu'il promeut les cryptos privés émis par des acteurs américains. Nous n'aurons probablement pas de crypto européens parce qu'il n'y a pas de big tech européenne. Et donc, si on laisse faire, on se retrouve avec une quasi-monnaie qui est entièrement privée et entièrement émise par des acteurs non européens. C'est ça l'objet de l'euro numérique. D'abord, ça va vous faciliter la vie, ça permet de payer avec un actif numérique de grande valeur. C'est aussi sûr qu'un billet de banque, mais c'est plus pratique. Et ça sera un actif européen. Donc c'est un projet, effectivement, sur lequel nous travaillons activement en Europe. Vous parlez aussi de retrouver, je cite, notre souveraineté budgétaire.
Pourquoi on est plus souverain budgétairement? Alors ça, c'est un selon vous sujet plus français. La monnaie, heureusement, on l'a mis ensemble. Alors revenons en France, alors. On est autonome. Le budget, c'est français. Et là, il y a un gros sujet qu'on connaît tous, qui est le sujet de la dette publique française et des déficits. On a trop de déficits. On a le déficit le plus élevé de la zone euro aujourd'hui. Et on a trop de dettes. Alors là, je vais le dire de façon très simple, pour ceux et celles qui nous écoutent. Quand moi, j'avais 20 ans, Jean Massier, c'était longtemps. Non. Je vais faire mon coming out. Si, il y a plus de 40 ans. En 1980, je partais dans la vie avec un sac à dos, la dette publique, qui pesait 20% du PIB, c'est-à-dire 20% de la taille de notre économie. Quand votre génération, celle de Baxit, part dans la vie, malheureusement, vous avez un sac à dos qui pèse presque 6 fois plus lourd, 113% du PIB. Eh bien ça, c'est pas un atout dans la vie. Donc il faut arriver à faire baisser le poids du sac à dos. Ça veut dire ramener le déficit, qui est aujourd'hui malheureusement entre 5 et 6%, le ramener sous 3%. Ça va prendre quelques années. Le Premier ministre en a fait son cheval de bataille. Il a annoncé 40 milliards d'euros d'économies à trouver d'ici 2027. Oui, ça c'est pour l'an prochain. Ça c'est directement pour l'an prochain. Mais d'où vient ce problème de déficit? Est-ce que c'est un manque de ressources, peut-être? Alors quand on se compare aux autres pays européens, oui. Parce que c'est souvent une bataille assez politique ou idéologique. Moi, j'ai dit la Banque de France est indépendante, donc on regarde les faits. Quand on se compare aux autres pays européens, il y a un modèle social européen auquel, moi, je le dis très simplement, je suis très attaché, avec beaucoup de services publics, de la protection sociale, moins d'inégalités. Le problème de la France, c'est pas ce modèle social. C'est que par rapport aux autres pays de la zone euro, ça nous coûte beaucoup plus cher. Les dépenses publiques en France représentent à taille de l'économie égale plus de 260 milliards d'euros de plus que nos voisins. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, Jean Massier, qu'on peut faire 260 milliards d'euros d'économie comme ça d'un claquement de doigts. C'est ce que j'allais vous demander pourtant. Mais ça vaut le coup qu'on aille quand même regarder, dépense par dépense. Il y a les retraites, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le logement. Je pourrais en citer beaucoup. Quels sont les pays qui font le mieux en Europe? Est-ce qu'on peut prendre certaines de leurs recettes très pratiques? Non, mais on parle toujours des dépenses publiques, mais concrètement, on réduit quoi alors? On réduit l'hôpital, on réduit l'école, on réduit... Quel service public peut se permettre aujourd'hui d'avoir une réduction? La Banque de France est indépendante, mais elle n'est pas en charge de tout. Donc ça, ce sont des choix démocratiques à faire dans le débat au Parlement et au gouvernement. Le rôle de la Banque de France, ça peut simplement être de dire, sur le volume global des dépenses publiques, on doit pouvoir arriver à gérer mieux. D'ailleurs, dans cette lettre, ce que nous proposons, c'est simplement de stabiliser globalement cette dépense publique en volume, c'est-à-dire on l'augmente chaque année juste de l'inflation. Donc vous voyez, ce n'est pas des coupes globales ou une austérité sauvage, c'est de se dire, on a les dépenses publiques les plus élevées d'Europe, il faut être honnête, même les plus élevées du monde, on arrête de les augmenter au-delà de l'inflation chaque année. Alors ce n'est pas si facile à faire, mais regardons politique par politique, et il y a pas mal d'endroits où on peut, en regardant les autres, gagner en efficacité. Alors, réduire les dépenses publiques d'un certain côté et d'un autre côté... Stabiliser les dépenses publiques. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi jusqu'à présent. Et de l'autre côté, il faut investir dans la transition écologique. Alors, comment on fait? Et puis, il faut peut-être investir dans la défense, etc. Donc, stabiliser globalement, il y a des plus et des moins. Il y a probablement certaines dépenses où on peut faire de façon plus efficace, année après année. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on fasse ça sur plusieurs années. Le cap 2029, en ramenant le déficit de plus de 5% aujourd'hui à moins de 3% en 2029, si on s'y met sur plusieurs années, et si on s'y met tous, c'est un effort partagé et beaucoup plus juste. Pourquoi je dis si on s'y met tous? Parce qu'on pense toujours à l'État, le gouvernement, les administrations, les grands ministères. Mais ça, les dépenses de l'État, ça fait juste un gros tiers des dépenses totales. Il y a les dépenses sociales et puis il y a les dépenses des collectivités locales. Et celles-là, elles continuent à augmenter plus vite. Rien de ce que je dis n'est facile. Mais les autres Européens, ils y sont arrivés et du coup, ils ont beaucoup moins de problèmes de dette que nous. Vous voyez un pays comme l'Italie, dont on parlait souvent, l'Italie a moins de déficit. Voilà, nous, on n'est pas plus bêtes que les autres Européens. Comment est-ce qu'on augmente les recettes? C'est une question qui est posée par le chat. Alors, sur les recettes, ça, c'est la question des impôts. Moi, ça fait assez longtemps que je dis qu'il faut faire attention aux baisses d'impôts non financées. C'est-à-dire baisser les impôts alors que vous avez un déficit important, on ne peut plus. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Soyons clairs.
Oui, alors là, si vous voulez bien, sur les forces politiques, il y a une tendance assez générale à promettre les baisses d'impôts, parce qu'on dit que c'est plus facile de promettre des baisses d'impôts que des baisses de dépenses. C'est peut-être plus facile, mais c'est ça qui nous a mis dans le mur. Alors, est-ce qu'on peut, dans l'autre sens, augmenter les impôts ? D'abord, ça a été fait de façon exceptionnelle dans le dernier budget, le budget qu'avait d'abord proposé M. Barnier et qui a été adopté sous M. Bayrou. On voit bien, là aussi, quand on regarde le débat politique, que comme la France a les dépenses les plus élevées d'Europe et du monde, elle a aussi un taux d'impôt qui est nettement plus élevé que les autres. Et donc, voilà, il n'y a pas une grande capacité à augmenter les impôts. Je crois qu'il vaut mieux maîtriser les dépenses, mais ne pas baisser les impôts. Vous parlez aussi d'investir dans le travail. Ça veut dire quoi, investir dans le travail ? Alors là aussi, il y a peut-être une bonne nouvelle, c'est que quand on regarde notre richesse, notre prospérité, on parlait tout à l'heure de la croissance, et ça doit être une croissance plus verte, plus écologique et plus juste, mais ça dépend de nous. C'est-à-dire que ça dépend de notre travail. In fine, notre prospérité, même si M. Trump nous menace, qu'il y a des tas d'incertitudes dans le monde, qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est quand même notre travail qui est la première clé. Et je vais peut-être vous surprendre, mais il n'y a jamais eu autant de Français au travail. Plus de 30 millions. Et quand je regarde leur nombre d'heures travaillées, ils n'ont jamais autant travaillé. Bon, c'est que ça va alors. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Oui. Maintenant, on peut faire mieux parce qu'on n'est pas encore au plein emploi. On a encore trop de chômage. Ah, c'est le chômage, oui. On a fait des progrès sur le chômage. On est aujourd'hui autour de 7,5% de taux de chômage. Le précédent ralentissement économique qu'on avait connu il y a 10 ans, en 2014, on était à plus de 10% de taux de chômage. Donc ça, c'est un vrai progrès français. Je reste dans les bonnes nouvelles sur l'emploi. Je relève d'ailleurs ce qu'on ne sait pas du tout, c'est que la France, depuis 2014, depuis ces 10 ans, a créé plus de 2 millions d'emplois. Très bonne performance. Simplement, il faut qu'on continue. Puis ça dépend, notamment quand je regarde, aussi, sans doute. Quand je regarde les taux de chômage, quand je compare l'emploi en France par rapport à l'Allemagne, il y a aujourd'hui 2 catégories où on est en retard, où on pourrait travailler plus, et il y a des gens qui souhaitent travailler plus, c'est les jeunes, et il y a un chômage des jeunes qui est trop élevé, et puis il y a la grande question des seniors. Alors ça touche à la réforme des retraites, qui n'est pas facile, ça touche aussi à une question du côté des entreprises, c'est qu'il faut accepter d'employer des seniors. Mais là, dans notre mobilisation par le travail, pour créer plus de prospérité, on a fait des gros progrès, mais on a encore 2 sujets où on peut faire mieux. Mais le travail, c'est pas une fin en soi. Il y a aussi la question de la qualité du travail. Quels sont les travaux qui sont proposés, qui sont offerts aux jeunes, notamment pour parler des jeunes ? Une partie de leur chômage est peut-être due est peut-être expliquée par la très très faible qualité des travaux qui leur sont proposés. Alors, je ne dis pas que... Et la rémunération qui va avec, évidemment. Je ne dis pas que tous les travaux sont jugés suffisamment intéressants et rémunérés par ceux qui les font. Mais de toute façon, je crois qu'il vaut mieux avoir un travail que d'être au chômage. C'est une question à la fois de revenus et de dignité. Et puis, je crois que la grande réponse à votre question, c'est la formation. Quand on regarde aujourd'hui les emplois en France, ils sont en moyenne nettement plus qualifiés qu'il y a 20 ans. Et heureusement, parce que les Français qui les occupent sont plus qualifiés. Et d'ailleurs, la génération des jeunes, elle arrive sur le marché du travail avec l'atout, en général, d'une formation. Pas toujours assez. Il faut qu'on fasse plus d'apprentissage. Il faut qu'on renforce la formation professionnelle. Et puis, il faut qu'on réussisse la grande réforme de l'école. Je ne dis pas du tout qu'on est au bout. Mais les leviers de progrès, on les connaît et on a commencé à les suivre. Là, on parle de la France, mais est-ce que ce n'est pas l'Europe la bonne échelle pour agir ? Alors, vous avez raison, c'est aussi. Moi, je ne vais pas opposer ce qu'on doit faire en France avec ce qu'on devrait faire en Europe. C'est et, si vous me permettez, c'est beurre et confiture. Et si on veut amplifier la croissance française et européenne, il y a aussi des solutions européennes. Alors, on a beaucoup parlé... Vous vous souvenez peut-être l'année dernière ce qu'on a appelé le rapport Draghi. Bien sûr. Monsieur Draghi, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, avant Madame Lagarde, puis après il a été Premier ministre en Italie. Et au fond, Mario Draghi, dans ce rapport, il dit, écoutez, l'Europe, c'est pas si mal en croissance, mais quand on compare aux États-Unis, on s'est quand même un peu endormi. On a des retards d'innovation, on parlait sur la nouvelle technologie, on n'investit pas assez dans les bonnes technologies, et le résultat, c'est que les Américains croissent nettement plus vite que nous et qu'ils s'enrichissent plus vite que nous. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire aujourd'hui, et le choc Trump, là, doit vraiment nous pousser à ça. Quand je parle de mobilisation générale, c'est une mobilisation générale européenne. C'est que maintenant, il faut non seulement être d'accord sur le diagnostic, mais il faut appliquer tout ce que M. Draghi propose. Au passage, ça ne suppose pas des dépenses supplémentaires.
Ça suppose simplement, quelquefois, je résume ça par la taille multipliée par le muscle, multipliée par la vitesse. On a un marché européen aussi gros que le marché américain, mais il est beaucoup trop divisé, donc il est moins attractif. Ça, c'est la taille. Le muscle, c'est mobiliser l'épargne européenne, qui est très abondante pour financer des nouvelles technologies et rattraper notre retard. Et puis enfin, la vitesse, c'est qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans l'innovation. Là, c'est vrai, il y a trop de normes. Hein. Il faut vraiment simplifier et réduire la bureaucratie. Mais tout ça, on est à peu près d'accord. Il y a d'autres documents, le rapport L'État, un autre ancien Premier ministre, qui disent la même chose. Maintenant, si vous voulez bien, on passe des mots à l'action. Et moi, je plaide très fortement pour qu'il y ait une date, qu'on se dise pendant les années Trump, là, pourquoi pas le 1er janvier 2028, on aura fait tout ça dans les 2-3 ans qui viennent. Oui, mais en même temps, on peut, si on veut. On parle de l'échelon européen, personne n'est d'accord au niveau européen. Il y a beaucoup d'apports. Si, je crois que sur le rapport Draghi et le rapport L'État, ce que je viens de vous dire, il y a un très vaste accord. Et alors du coup, quelles sont les décisions qui doivent être prises ? Alors, il faut que la Commission européenne mette sur la table ce qu'on appelle les projets de directives de législation européenne, par exemple pour abolir les obstacles à l'intérieur du marché unique, voir comment on mobilise mieux le muscle, c'est-à-dire l'épargne européenne abondante. Il faut un certain nombre de dispositions. Et c'est mis sur la table, c'est discuté à Bruxelles et puis à Strasbourg, au Parlement européen. Puis ensuite, on applique. Ça vous paraît peut-être un peu théorique, mais alors je vais prendre un parallèle historique qui a marché très bien. Quand Jacques Delors, on est dans les années 80, arrive comme président de la Commission, il trouve une Europe aussi un peu paralysée. On parlait à l'époque d'eurosclérose. Et il fait ce qu'on a appelé le marché unique, c'est-à-dire qu'il prend un certain nombre de dispositions pour booster, débloquer la croissance européenne, et il met une date, le 1er janvier 1993. Et bien maintenant, si on veut avoir cette souveraineté européenne par rapport aux États-Unis, cette puissance européenne, il faut faire ça. Est-ce que l'élection du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz est une bonne nouvelle et change la donne en Europe ? Je crois que c'est un élément favorable. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur comment on peut décider en Europe, moi, tous les contacts que j'ai, alors j'ai avec mon homologue allemand, le président de la Bundesbank, appelé à cet effort commun dont on parle, mais il y a eu entre le chancelier Merz et notre président de la République un appel commun il y a 3 semaines. Tout va dans la même direction. Mais maintenant, à cette palabre, urgence de l'action. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles aussi pour l'investissement en Europe ? Alors, il y a certaines bonnes nouvelles, mais on peut faire nettement mieux. C'est quoi les bonnes nouvelles ? Alors, les bonnes nouvelles, c'est quand vous regardez le taux de l'investissement en Europe, c'est pas si mal. On est un peu moins que les États-Unis, mais si je regarde juste les quantités, il n'y a pas un écart énorme. En particulier, si je regarde l'investissement en France, y compris l'investissement public, ça c'est le bon côté de nos dépenses publiques, c'est assez élevé. Là où c'est moins bien, c'est... Alors, il faut qu'on fasse un peu plus, mais surtout, il faut qu'on l'affecte mieux. Nous, Européens, on a tendance à investir dans ce qui existe déjà. Quand vous regardez les Asiatiques, commencez par les Chinois ou les Américains, ils investissent dans les grandes innovations de demain. Je vais vous citer un exemple très concret. L'automobile. C'est un secteur de force pour l'Europe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investissements automobiles en Europe, contrairement à ce qu'on croit. Et on a amélioré nos voitures, il y a des options, etc. Enfin, on le sait tous. Simplement, la voiture électrique, qui est la grande rupture, elle n'est pas apparue en Europe. Non. Elle est apparue aux États-Unis avec Tesla ou en Chine avec BYD. Donc là, il y a une question qu'il faut qu'on se pose. C'est qu'on a probablement tendance, nous, Européens, à investir, certains appellent ça des innovations incrémentales, vous voyez, progressives, et pas assez dans les technologies de rupture. C'est très risqué comme type d'investissement. Quitte à vous surprendre, je crois que c'est lié un peu au problème des normes, qui peuvent décourager les plus fortes innovations, et beaucoup au problème des financements. C'est-à-dire qu'en Europe, nous nous finançons par crédit, et pas assez par capital risque. Quand vous êtes financé à crédit, vous prenez moins de risques. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat sur la question de l'euro numérique. Je reviens un petit peu en arrière, mais ça a suscité beaucoup de questions, notamment autour de la question de la crypto-monnaie, etc. C'est quoi la différence entre ce que vous appelez l'euro numérique et le vrai euro ? C'est quoi ? Alors, c'est la même chose ? C'est le vrai euro, c'est simplement la forme. Mais c'est de l'argent qu'on a sur notre compte en banque, l'euro numérique. Alors non, c'est l'argent. C'est votre banque qui le gérera. Mais la contrepartie, si j'ose dire, en face de vous, vous avez la Banque centrale. Vous avez une créance sur la Banque de France, c'est-à-dire l'établissement le plus solide qui soit. C'est l'équivalent aujourd'hui d'un billet de banque, exactement. Alors,
En temps normal, il y a quasi-équivalence entre la confiance que vous avez dans le billet de banque et puis la confiance que vous avez dans votre carte de crédit, dans votre smartphone pour payer. Oui, effectivement. Dans les temps de crise, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait il y a un retour à la monnaie, la même sûreté. Quand il y a eu la crise financière de 2008, il y a des gens qui ont fait la queue devant les agences bancaires pour retirer des billets. Mais je crois que c'est très important de garder un accès direct des citoyens à la monnaie publique, la monnaie de la Banque centrale. J'ai parlé tout à l'heure de notre création par Bonaparte. Quand Bonaparte crée la Banque de France en 1800, il y a une grande innovation technologique, c'est le billet de banque, le billet papier. Ça nous paraît bizarre, vu d'aujourd'hui. Mais avant, comment est-ce qu'on payait ? On payait avec de l'or et de l'argent. Alors, c'était pas très commode, parce qu'il y avait des grosses sommes, il fallait trimballer là, son or et son argent. Aujourd'hui, évidemment, le billet papier, on va le garder. Il y a beaucoup de citoyens qui y sont attachés. Mais enfin, on voit bien que la monnaie, elle est devenue numérique. Donc, l'euro numérique, c'est ça. C'est un billet numérique plus. Tous les avantages du billet, la sécurité, la gratuité, c'est accepté partout. Vous ne payez rien pour détenir des billets, alors que vous payez votre carte de crédit. Mais avec, en plus, les avantages du numérique. On pourra payer, évidemment, sur Internet, on pourra payer offline, etc. Alors, toujours dans le chat, il y en a qui se demandent, est-ce que le cash a encore de l'avenir ? Ou est-ce qu'un jour, ça va disparaître ? Parce qu'il y a eu un changement dans les comportements au moment du Covid, notamment. Oui. De plus en plus de paiements par carte bancaire, avec le sans contact, c'est de plus en plus facile. Est-ce que vous pensez, vous, François Villeroy de Galhau, qu'à l'avenir, les billets, les pièces, ça va disparaître ? Alors ça, c'est pas à moi d'en décider. Non, non, je vais vous dire pourquoi. On touche à un point très important. Le rôle de la Banque de France, c'est de garantir le libre choix des Français. On a parlé des différentes formes de monnaie. Il y a la carte de crédit, il y a le smartphone, il y a les virements sur Internet. Et puis, pour la monnaie de banque centrale, il y a le billet ou, demain, l'euro numérique. Plus les Français ont le choix, je crois, plus ils ont confiance dans la monnaie. Certains de nos concitoyens, ceux qui n'ont pas du tout de compte bancaire ou des personnes plus âgées, sont très attachés au billet de banque. Donc, on va le garder aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Et le rôle de la Banque de France, c'est de garantir par rapport à ces différents moyens de paiement leur égale qualité, leur égale sécurité et leur égale accessibilité. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les trouver... Et si la disparition du cash ne changerait pas grand-chose à la sécurité des autres moyens ? Oui, mais d'accord. Encore une fois, le cash décline. Oui. Mais il reste très utilisé. Vous avez parlé, d'ailleurs, il a décliné au moment du Covid, mais on a vu un petit rebond après. Il y a des moments, des pays où il est plus utilisé. Si jamais, vous vous souvenez de la grande panne électrique qu'on a vue en Espagne il y a un mois, à ce moment-là, on est content d'avoir le cash aussi. Ou quand il y a eu des problèmes à Mayotte. Voilà. Donc, c'est un outil de résilience. Et je crois que c'est bien d'avoir différentes formes de monnaie, mais égale qualité, égale sécurité. Ça, c'est ce que garantit la Banque de France. Ça permet le libre choix pour les concitoyens et une plus grande confiance dans la monnaie. Alors, je reviens sur la crypto-monnaie aussi, parce qu'on sait que c'est une promesse qui a séduit beaucoup de jeunes, notamment sur Internet, cette idée qu'on va réussir à dépasser les vieilles monnaies. J'ai même vu des discours anti-banque centrale de gens qui disaient « Ah, enfin un outil qui va nous permettre de nous affranchir de ces méchants qui veulent contrôler notre argent ». Comment est-ce que vous, la Banque de France, vous vous appropriez ces tendances ? Vous y réfléchissez ? Vous travaillez dessus ou pas plus que ça ? D'abord, je ne crois pas qu'on soit des méchants. Je pense qu'on est au service des Français, je l'ai assez dit, et puis au service de la confiance. Et nous ne défendons pas d'intérêts privés. Derrière les cryptos, il faut le dire très directement, il y a quelquefois des intérêts privés assez très puissants. Clair. Voire des arnaques, on peut le dire aussi. Il peut y avoir des arnaques. Je crois même voir qu'aux États-Unis, il y a certains politiques puissants qui sont derrière les cryptos. Oui. Donc nous sommes indépendants aussi de ces intérêts privés. Notre rôle, c'est d'offrir la monnaie dont on a parlé dans les formes les plus modernes, les plus accessibles. Ça, c'est l'euro numérique. Et notre rôle aussi par rapport aux cryptos, c'est pas des monnaies, j'y reviens, mais c'est un instrument de placement. C'est de dire simplement, vous pouvez y aller, mais sachez que c'est un investissement risqué. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Il faut se souvenir qu'en 2022, on parlait d'un hiver des cryptos, parce que le prix du Bitcoin était beaucoup tombé. Quand on regarde début 2025, il y a eu d'abord une baisse et maintenant une hausse, mais il n'y a pas de formule magique. Est-ce que je peux en profiter pour dire quelque chose, Jean-Mathieu ? Si un conseiller, un jour, vous dit « J'ai un produit formidable pour vous, un produit financier, quel qu'il soit, il a un rendement très élevé et il a un risque zéro ou très faible. Fuyez. » Ça, c'est le conseil le plus sûr que je peux vous donner. Ça n'existe pas. Si ce conseiller vous dit ça, c'est soit un incompétent, soit un escroc. Parce que la loi la plus vieille
de l'économie et de la finance, c'est que si on vous promet de vous rapporter plus, on prend un risque plus important. Donc, voilà, les cryptos, c'est un instrument de placement possible, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et on ne peut pas dire que c'est un placement sans risque. Ça serait une fausse promesse. La Banque de France veut renforcer son ouverture aux Français et aux jeunes. Comment vous voulez faire ? Alors je pourrais dire, d'abord en étant à Baxit. C'est vrai, c'est un bon début. C'est un bon début. Oui. Si vous me réinvitez, avec plaisir. Je viens souvent. Ensuite, je l'ai dit, on est présent dans tout le territoire. Pour vous citer une opération que nous faisons, on a appelé ça « Dialogue avec les Français ». Ensemble, dialoguons. Au mois de septembre, on va ouvrir la moitié de nos succursales, toute une journée, à tous les Français qui veulent venir. 50 succursales seront ouvertes à tous. Absolument, c'est à l'occasion des Journées du patrimoine, donc je crois que c'est le 19 septembre. 20 septembre. Je ne sais plus, mais... Samedi 20 septembre. Je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent, et voilà, on voit une carte, il y aura énormément de succursales ouvertes, peut-être même encore plus que ça. Super. On a déjà fait des lives sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de questions qui se posent. Vous citiez l'exemple des cryptos, ou l'inflation, ou la question des tarifs dont on parlait. Voilà, on ne prétend pas avoir réponse à tout, mais on apporte notre expertise, et je crois que la garantie qu'on donne dans nos réponses, c'est cette fameuse indépendance. Nous ne roulons pour personne. Mais je crois que de plus en plus, il faudra qu'on parte des questions de ceux qui sont en face de nous. Alors je précise pour ceux qui veulent en savoir plus qu'il y a aussi des ouvrages que vous pouvez lire. N'hésitez pas, la Banque de France pour les nuls, que sais-je, etc. Il y en a plusieurs. Il y a aussi un podcast économique qui s'appelle Dialogue Echo et l'Écho en cours. Des podcasts à ne pas hésiter à écouter. Est-ce qu'on peut... Vous me permettez d'en rajouter un ? Allez-y, Alors ça, c'est plutôt pour les Parisiens, physiquement. On a créé une cité de l'économie à Paris, place Malesherbes. Alors tout le monde disait une cité de l'économie, ça va être très ennuyeux, personne ne viendra. Plus de 100 000 visiteurs l'an dernier, une exposition formidable sur Astérix et l'économie. Donc pour tous ceux qui ont envie, venez. Et il y a par ailleurs un site en ligne qui est très bien fait. On peut visiter la Banque de France à Paris ? Alors on peut visiter la Banque de France à l'occasion des Journées du patrimoine. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas la visiter en permanence, mais on est très content quand on accueille beaucoup de nos concitoyens. Et chaque fois que je les accueille, d'ailleurs, je dis une chose très simple, Jean Massier, qui surprend quelquefois ceux qui viennent chez nous, je dis « bienvenue chez vous ». Oui. Pourquoi ? Parce que la Banque de France, elle est 100% publique, donc elle appartient à tous les Français. C'est vrai. Et c'est à eux d'abord que nous devons des comptes. C'est notre banque. Est-ce que c'est vrai que dans les sous-sols de la Banque de France, il y a des tonnes et des tonnes d'or ? Oui. Ah. Oui. Est-ce qu'on peut le voir ? Alors ça, je ne peux pas vous le montrer pour des raisons de sécurité encore plus évidentes. Mais ça sert à quoi ? Mais c'est public. Et cet or-là aussi, il vous appartient, Jean Massier, autant qu'à moi. Il appartient à tous les l'or des Français. Mais à quoi ça sert de garder autant d'or ? Je vous donne le chiffre, parce qu'il est public. 2436 tonnes d'or. On n'en achète pas, on n'en vend pas, mais on le garde soigneusement. Alors, à quoi ça sert ? D'abord, il y a une raison historique. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on crée la Banque de France, à l'époque, il n'y a pas de billets, et on paye avec de l'or et de l'argent, surtout de l'or. Et quand on introduit les billets de banque, les gens apportent leur or à la Banque de France et reçoivent des billets de banque en contrepartie. Les billets de banque, ils étaient crédibilisés par cette masse d'or qui était dans les caves de la Banque de France. Alors, cette fonction-là a disparu. Je crois que la confiance dans la Banque de France, elle ne tient plus au stock d'or. Il reste que ça a une vraie valeur. Et qu'on s'est bien porté de le garder jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que l'or s'apprécie régulièrement dans ce monde très incertain dont on parlait. Et donc, voilà, je crois que c'est une valeur importante. Disons que c'est le bas de laine de la France. Oui, alors c'est la sécurité. Ça peut pas être le seul, parce qu'il ne faut pas non plus trop fantasmer sur l'or. Quand je regarde la valeur de cet or, malheureusement, ça fait moins que le déficit public dont on parlait tout à l'heure. Imaginons qu'on vende tout l'or, on couvrait le déficit d'une année, mais on ne couvrait pas du tout la dette. Donc il faut quand même faire l'effort de mieux maîtriser nos dépenses publiques. N'hésitez pas, chers amis, à vous aussi aller retrouver la Banque de France sur tous ses réseaux sociaux, consulter toutes les ressources de son site internet, allez visiter la Cité de l'économie, c'est vachement bien. Merci beaucoup François Villeroy de Galhau d'avoir accepté de venir dans ce Before de Baxit.